9 conseils pour un jeune qui souhaite investir et qui souhaite maîtriser ses finances personnelles, optimiser ses finances personnelles. C'est le thème de la vidéo du jour et je suis avec Sony de Sequoia pour en parler. Merci Mathieu pour ton invitation. Et oui, parce que 18 ans, c'est vrai que c'est l'âge d'or où on est influencé par tous les réseaux sociaux. Ça peut venir un peu de partout, on peut entendre tout et n'importe quoi, comment s'enrichir en moins d'une journée, comment en moins d'un mois, en moins d'un an. Faut faire attention à tout ça. Et c'est vrai que vu qu'on est beaucoup sur les réseaux, même moi, hein, j'ai fait part de ça. Même moi, j'étais quand j'ai commencé, j'étais influencé facilement par ce genre de personnes. Et ouais, c'est super intéressant du coup qu'on en parle parce que comment éviter les grosses erreurs et comment éviter de se faire influencer facilement quoi. Donc ouais, ça va être sympa ces 9 conseils. Ouais, très intéressant et très important je pense parce que 18 ans, 20 ans, c'est une étape charnière, un moment de transition où avant on était peut-être un petit peu financé par ses parents et là on va devenir indépendant et il va falloir se financer soi-même, il va falloir maîtriser son épargne et ses finances personnelles et ça va être très très important pour la suite, pour son avenir financier, pour ses projets et même sa retraite. Alors ça paraît un peu tôt comme ça, ouais, mais c'est important quand même de s'y préparer. Donc 9 conseils, c'est parti. Numéro 1, comprendre la différence entre un passif et un actif. Donc un passif, c'est une dépense qui va vous appauvrir. Donc par exemple, acheter une nouvelle paire de baskets alors qu'on n'en a pas forcément besoin ou acheter une voiture, une BMW ou autre. Et un actif qui va lui être une dépense mais qui est censé vous enrichir avec le temps. Donc c'est plutôt acheter des actions en bourse, acheter des ETF qui sont des paniers diversifiés d'actions en bourse, investir en fait, voilà, c'est un investissement. Donc le passif il va nous appauvrir, tandis que l'actif il est censé nous enrichir. Et ça, c'est très vrai parce qu'il faut faire attention même quand on débute dans nos investissements. Tu sais, quand on va faire un prêt immobilier ou même quand on veut un crédit à la consommation ou peu importe pour ce que vous avez besoin ou même un crédit immobilier ou un crédit pour investir en SCPI, je pense que ça aussi ça fonctionne. En fin de compte, le banquier, il va regarder en fin de compte nos comptes. C'est-à-dire qu'il va regarder tout ce qui sort, donc nos dépenses, et il va regarder aussi ce qu'on touche, donc ce qui rentre. Et si la balance, elle est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qui sort que ce qu'on gagne, et bien si on a trop de passifs, donc une voiture, allez, on prend 400 € par mois, plus le loyer, ça fait 600 €, allez, en moyenne par mois, vous avez 1000 € en gros qui sort chaque mois, quoi. Et ça, pour emprunter ensuite, si vous avez des projets immobiliers ou quoi que ce soit, si vous voulez une résidence principale, ça va peut-être que le banquier va être un peu plus frileux parce qu'il va prêter de l'argent à ceux qui peuvent le rendre, bien entendu. Il a pas envie de le perdre, quoi. Donc faut bien faire attention à ce qui sort surtout. Ouais. Exactement. Et puis il y a aussi le coût d'opportunité. C'est-à-dire que si on prend un crédit à la consommation, comme tu dis, pour acheter une voiture qui nous coûte 400 € par mois, c'est 400 € par mois qu'on va financer, mais qu'on aurait pu mettre ailleurs, qu'on aurait pu mettre en bourse, en immobilier ou autre. Bon. Mais donc en tout cas, c'est ce coût d'opportunité-là de se dire, j'ai financé une BMW plutôt que j'ai financé des achats d'actions ou d'ETF en bourse. Bon alors évidemment tout le monde à 18 ans ou à 20 ans n'achète pas une BMW. Il y a aussi des jeunes qui sont apprentis, qui ont pas beaucoup de revenus ou qui n'ont pas de revenus tout simplement parce qu'ils sont encore dans des études supérieures. Donc voilà, faut faire attention à ça, faut faire attention aussi à ces petites dépenses, grosses dépenses, mais aussi aux petites dépenses, les petits abonnements aussi dont on n'a pas forcément besoin, petites choses comme ça qui sont très importantes. Donc bien comprendre que lorsqu'on achète un passif, c'est ok si c'est pour se faire plaisir, mais il faut saisir la notion de là je suis en train d'acheter un passif, quelque chose qui m'appauvrit, versus je suis pas en train d'acheter un actif, quelque chose qui est censé m'enrichir sur le long terme et qui va normalement développer mon capital. Donc ça c'était le premier conseil. Deuxième conseil, c'est augmenter son taux d'épargne. Augmenter son taux d'épargne. Le taux d'épargne, c'est assez simple. Si vous touchez, on va schématiser 1000 € par mois et que vous réussissez à mettre de côté, à épargner 150 € par mois, vous avez un taux d'épargne de 15%. Et 15%, c'est la moyenne en France de taux d'épargne. Donc, si vous êtes à 15%, voilà, c'est une bonne référence de se dire si vous êtes en dessous de 15%, c'est ok. Peut-être que vous avez encore pas beaucoup de revenus, que vous avez des charges fixes contraignantes. Mais ça sera une bonne référence de se dire je vais y aller petit à petit, je suis peut-être à 5% de taux d'épargne actuellement, monter à 6, 7, 8 jusqu'à 15 et puis après pourquoi pas aller bien au-delà et puis si vos revenus augmentent avec le temps au fil de votre carrière, augmenter aussi ce taux d'épargne et pas faire aussi l'erreur de j'ai des revenus qui augmentent et donc je vais augmenter mes dépenses et je vais augmenter mon niveau de vie trop vite. Voilà, il faut conserver ce taux d'épargne et vraiment le chérir pour se sécuriser financièrement et sécuriser aussi son avenir financier.
Ouais, et nous sommes, on peut tous évoluer différemment sur le taux d'épargne, enfin sur la capacité d'épargne, moi j'appelle ça. C'est pareil. On peut tous évoluer différemment et on n'est pas obligé de commencer avec 15%. Tu vois, on peut commencer. Moi j'aime bien graduer les choses, c'est-à-dire voilà, on commence étape par étape et on évolue jusqu'à pousser le plus gros domino. Vraiment un effet domino où les petites étapes sont aussi très importantes pour pouvoir renverser le plus gros qui nous attend. Commencer à 2% voilà, 2% d'épargne, tu vois, sur son salaire. Ensuite on monte à 4, à 5, à 6, à 7 et jusqu'à 15. Et c'est bien d'y aller graduellement pour y aller progressivement et pour voir ce qu'on est capable de faire, voir ce qu'on est capable d'épargner et voir ce qu'on a besoin d'optimiser, surtout ce qui va sortir et ce qui va surtout sortir, quoi. Si on peut optimiser les charges, c'est encore mieux. Mais ouais, j'aime bien cette logique de graduation et de niveau, ce que j'appelle le permis d'investir. Voilà, j'aime bien y aller étape par étape pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire et de se jauger, quoi, puis d'évoluer. On prend encore plus de plaisir lorsqu'on voit qu'on est capable de mettre, je sais pas, on met 50 euros par mois et ensuite on est capable de mettre 100 et ensuite on est capable de mettre 150. Et là, voilà, ça c'est des petits objectifs de vie qui peuvent être très sympas à l'avenir. Yes, non, complètement. Troisième conseil pour un jeune, 20 ans, ou la vingtaine, ça va être de commencer à prendre des risques. Alors dit comme ça, on dirait que c'est pas un bon conseil, mais c'est prendre des risques maîtrisés et c'est prendre des risques en fait qui va nous permettre de minimiser nos risques. Alors je m'explique. Si aujourd'hui vous achetez des actifs, donc si vous commencez à investir, eh bien c'est prendre un risque parce que effectivement on peut perdre de l'argent quand on investit. Investir comporte des risques, mais le but en fait ça va être de sécuriser votre avenir financier. Parce que si vous placez tout sur un compte courant ou même sur un livret A, il faut savoir que le livret A historiquement depuis 1900, il rapporte autour de moins 3,3% par an. Donc il est négatif net d'inflation. Donc l'inflation c'est l'augmentation des prix des biens et des services qu'on achète. Donc en fait on comprend que si on fait que épargner sur le livret A pour je sais pas moi pour plus tard, pour dans 10, 20 ans, on est en train de perdre de l'argent. Notre épargne, nos efforts qu'on fait sont en train d'être consumés, d'être brûlés peu à peu par l'inflation, même sur un livret A. Et donc le fait de prendre des risques et de dynamiser son épargne sur de la bourse, sur de l'immobilier ou autre chose, ça va certes être des risques sur le court terme parce que notre capital investi va et peut varier. Par contre, sur le long terme, eh bien, il va grossir, il va profiter des intérêts composés et ça va nous sécuriser notre avenir financier. Pour rebondir justement sur ce que tu as dit sur les intérêts composés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment ça, mais il faut vraiment le voir comme une boule de neige en fin de compte qu'on va vraiment pousser et qui va grossir et grossir à l'avenir. Pour vous donner un simple exemple, souvent ce qu'on donne par rapport à la performance du S&P 500 sur 100 ans, qui est de 10,43% par an, en bourse, voilà, c'est un ETF qui va suivre les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Si on investit 200 euros par mois pendant 40 ans, on atteint le dessus du million d'euros. Donc voilà, ce sont les intérêts composés qui sont très très importants à pas négliger. Et surtout aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est par rapport à cette notion de risque. C'est très important aussi mais ça je pense qu'on va y venir dans le prochain point, c'est de se former au risque, surtout de bien en être conscient. Pourquoi ? Parce que sinon, on peut très vite construire des expériences négatives à la bourse. C'est-à-dire qu'on va construire des croyances limitantes. Ah bah en fin de compte, j'ai commencé au trading. Il y en a un qui m'a dit je pouvais m'enrichir en moins d'un mois, que je pouvais atteindre 100 000 euros en moins d'un mois. Du coup, vous avez coupé toutes vos positions, vous avez plus de capital, vous avez plus d'argent. Bon voilà, tant pis. Mais il faut faire attention à ça. Et surtout, il y a autre chose aussi qui est rejoint dans ça, c'est plus psychologique et sur le côté éducatif. C'est surtout, il y a un chercheur qui s'appelle Seligman. Tu connais Seligman, en gros, il a souligné l'impuissance apprise. C'est-à-dire que dès lors qu'on est confronté à des situations d'échec et où on met tout le temps, qui se rattachent à des croyances qui sont limitantes, là, en gros, on va pas évoluer dans le bon sens et on va très vite se refermer et on va croire en fin de compte qu'on est impuissant par rapport à ce domaine de compétences. Et donc forcément, ensuite, ça va nous fermer à tous les autres domaines. Donc l'impuissance apprise, ça a été fait sur plusieurs enfants, mais c'est aussi, ça peut être le cas lorsqu'on débute une nouvelle activité. Comme en maths, tu vois, on s'est souvent dit ouais, en maths je suis pas très doué, donc voilà, impuissance apprise parce qu'on a eu des mauvaises notes, etc. Bah ouais, ça s'est répété dans le temps et ça fonctionne pareil sur d'autres disciplines. Impuissance apprise, il y a une bonne image, c'est l'éléphant qui tout jeune, on lui met une petite corde à un arbre, un petit arbuste. Et puis, en fait, quand il grandit, il a appris l'impuissance de se détacher de cette corde, alors que quand il est adulte, il pourrait très bien tirer sur la corde, limite arracher le petit arbuste, mais il le fait pas parce qu'il a cette impuissance apprise. Donc, clairement, ça c'est important de se lancer en maîtrisant les risques, en sachant très bien ce qu'on fait. Et c'est un petit peu le point juste ensuite. Le quatrième point, alors je voulais juste dire sur les intérêts composés par rapport à la simulation, vous savez, investir 200 euros à 10%, on finit avec le million d'euros. Donc ça, c'est la théorie. Évidemment, la pratique, c'est un peu plus complexe que ça, mais on va tout faire pour
mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. Dans la pratique, il y aura un petit peu il y aura la fiscalité, il y aura des biais psychologiques, etc. Donc bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est une bonne image quand même à avoir en tête et une bonne source de motivation de se dire quand même on peut avoir des résultats quand même assez incroyables. Quatrième point du coup, justement pour avoir des bonnes expériences, des expériences positives avec l'investissement, c'est de passer à l'action progressivement et de commencer à ouvrir un compte d'investissement, de prendre date. Je vais parler un petit peu du PEA jeune, mais de commencer progressivement. Par exemple, aujourd'hui, c'est très simple d'investir. On télécharge une application, il y a un gros bouton vert, on appuie sur acheter et on peut mettre 10 euros. Voilà, c'est important d'y aller progressivement, de pas mettre de suite 1000 euros, 1500, 2000 euros. Non, mettez déjà 10 euros. Regardez comment ça se comporte. Regardez comment vous vous comportez vis-à-vis de ça. Si vous voyez une ligne en moins-value avec du rouge, est-ce que ça vous fait peur ou pas? Voilà. Prenez quelques petites expériences sur ça. Essayez d'y aller progressivement, ça va être important. Et aussi un petit peu par rapport à la fiscalité, ça va être important de prendre date, notamment, je pense à une assurance vie. Alors, pas forcément le plus optimisé, on peut être un peu plus dynamique, mais par exemple aussi le PEA jeune. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Eh bien, ils peuvent ouvrir un PEA jeune qui est quand même très avantageux fiscalement, y mettre par exemple des parts d'ETF et ils peuvent y verser jusqu'à 20 000 euros. Et puis le jour où ils sortiront du foyer fiscal de leurs parents, où ils auront leur propre foyer fiscal, ce PEA jeune deviendra un PEA classique et donc avec les conditions classiques jusqu'à 150 000 euros de versement dessus, avec la fiscalité du PEA classique, etc. Donc voilà, c'est important de prendre date, notamment sur un PEA jeune, et donc ça c'est important de se lancer aussi progressivement. Plus vous ouvrez tôt votre PEA, en plus on n'est même pas obligé d'investir. En vrai, on peut l'ouvrir, on peut prendre date. Et faire un versement, mais sans investir, voilà, c'est OK. Voilà, et donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est la date. Alors bien sûr, le but, c'est d'investir, c'est pas juste de faire fonctionner, c'est pas juste de faire tourner les années pour qu'il ait 5 ans, mais passer 5 ans, c'est vrai qu'il y a c'est l'un des plus belles enveloppes qu'on ait, en tout cas en France, pour investir en bourse, je trouve, perso. Tout à fait, ouais. 5e conseil pour un jeune, ça sera d'avoir une épargne de précaution. Donc ça, je trouve que tu as des très belles images d'ailleurs si tu veux parler de l'épargne de précaution et pourquoi c'est important pour un jeune, même avant d'investir finalement. Bah en fait, l'épargne de précaution, c'est l'avant-première de vos investissements. Pour moi, c'est un peu alors le mot va être un peu fort, le dépucelage de l'épargne. C'est-à-dire qu'on va commencer à investir de petites sommes sur un compte, mais sans risque. C'est-à-dire que le LEP, il est garanti par l'État, le livret A aussi est garanti par l'État. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de se former justement à mettre de côté. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de se construire en fin de compte ce qu'on appelle un permis d'investir. Est-ce qu'on est capable, par exemple, le premier niveau du permis d'investir, est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est capable de mettre 1 à 2 mois de salaire en avance sur son LEP ou sur son livret A, peu importe le compte d'épargne? Est-ce qu'on est capable, niveau 2, de mettre entre 3 et 4 000 euros d'épargne de côté? Si oui, bah c'est encore mieux, on passe au niveau 2, donc là ça nous sécurise encore plus. Et le dernier niveau, c'est le niveau 3, que là je considère on est capable de vraiment bien investir. On est capable donc d'investir 5 à 6 mois de salaire en avance sur un livret A, sur un LEP, il y a un certain plafond, mais sur un livret A aussi, tu vas me dire, mais il est plus haut, le livret A que le LEP. Et donc ça nous permet de nous former surtout à savoir épargner de l'argent tout en prenant sans risque, quoi. Il y a pas de variation, il n'y a pas de fluctuation des prix, on n'est pas assujetti à la volatilité du marché. Bon là, je me répète un peu, mais voilà, il y a pas cette notion d'action. Et donc c'est très intéressant, moi je trouve de construire ça, vraiment cette épargne pour se former. En fait, c'est un premier pas, je trouve, vers la formation. Pour se former, mais aussi pour faire face aussi à des aléas de la vie, donc des dépenses peut-être imprévues. Évidemment, lorsqu'on a des dépenses imprévues, on va pas piocher dans ces investissements qui sont des investissements long terme, dont on n'est pas censé toucher avant quelques années. Et donc le livret A, ça permet d'avoir une épargne disponible, liquide, sur laquelle on va pouvoir piocher facilement lorsqu'on en a besoin. Et donc ça, c'est super important pour se sécuriser à court terme. Et pour donc avoir cette épargne-là qui permet de financer des dépenses imprévues ou autres. Donc livret A, LEP si vous y avez accès, donc le LEP c'est plus avantageux. Donc autant commencer d'abord sur le LEP, on a le livret jeune aussi, le LDDS. Voilà, on a plusieurs livrets bancaires comme ça qui sont aussi à capital garanti et qui permettent donc de construire cette épargne de précaution qui est très importante
avant d'investir du coup. Ouais, parce que psychologiquement, tu vois, tu te dis, en fait, moi, je peux faire face aux imprévus parce que je sais que j'ai 10 000 euros, par exemple, sur mon livret A. S'il y a un pépin, je ne pioche pas sur mon compte d'investissement. Je sais qu'il y a le livret A pour me protéger, pour quoi que ce soit. Donc, franchement, moi, c'est toujours bon. Tu vois, moi, à titre personnel, je sais que j'ai toujours 10 000 euros sur mon livret A. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un souci de santé, un problème de bagnole, etc. Et moi, ce que je veux pas faire, c'est piocher dans mes investissements. Les dividendes, etc., les ETF, j'ai envie de les toucher le plus tard possible pour l'instant. Yes, complètement. 6e conseil, c'est donc de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, d'avoir un taux d'épargne, d'avoir de l'épargne de côté, d'éviter aussi tout ce qui est crédit à la consommation pour acheter des passifs qui vont vraiment nous appauvrir, mais même accélérer cet appauvrissement parce qu'on doit payer, en plus du passif qu'on vient d'acheter, des intérêts à la banque. Donc voilà, ça c'était un 6e conseil qui finalement, on l'a déjà un petit peu évoqué, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, avoir de l'épargne. Et ça va être important pour avoir des finances saines tout au long de sa vie. Alors, il y a peut-être aussi à rajouter quelque chose de vivre au-dessus de ses moyens. Il y a quelque chose qui est sympa, c'est de budgétiser en fin de compte, de faire des enveloppes. Moi, je sais, ce que j'aime bien faire, c'est la méthode du 50-30-20. C'est-à-dire qu'on a 50% de votre salaire qui va partir sur les plus grosses charges. Loyer, électricité, essence. Les 30%, c'est pour vous faire alimentation plaisir. Aussi, ouais. Alimentation, on a oublié dans les charges. Ensuite, les 30%, c'est pour les loisirs et les plaisirs, donc vacances, sorties, restaurants, bon bref. Et ensuite, vous avez les 20%, donc qui permet donc d'investir. Bien sûr, ce pourcentage d'investissement, vous pouvez le baisser, comme on a dit sur le conseil précédent. Et je trouve que c'est important, voilà, de structurer des enveloppes. Et il y a même aussi, tu vois, en structure d'enveloppe, ce qui est hyper important, il y a des applications qui font ça. Quand tu reçois ton salaire, automatiquement, il y a des virements automatiques qui se font. Genre, je sais qu'il y a, par exemple, moi, quand il y a un abonné qui fait ça, quand il reçoit de l'argent, tout de suite, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. Donc, en fait, tout de suite, ça part sur l'investissement. Donc, en fait, il y a 200 euros qui part vers son compte d'investissement. Et ensuite, il paye son loyer, il paye son électricité, ensuite, il se fait plaisir en fonction de ses petits besoins personnels. Mais c'est important de faire des petites enveloppes comme ça permet de mieux voir en plus ce qui sort et tout. Et il y a plein d'applications de tracking. Moi, j'utilise Bankin pour traquer mes trucs. Moi, j'adore. Franchement, il y a une petite jauge dépenses, sorties et tout. Toute application de banque aujourd'hui, normalement, a ça, quoi. Ouais. Avec une analyse de ses dépenses, avec les différents secteurs de dépenses. Se payer en premier, faire des virements automatiques, c'est ce que je fais aussi. Moi, je fais ça aussi tous les mois. Il y a des sommes qui partent sur une sur mon assurance vie, une autre ici, etc. Donc ça, c'est super important. Moi, je trouve que c'est génial. En plus, on n'a pas à y penser. Donc c'est une habitude qui est ancrée, qui est automatisée, et donc c'est sûr et certain que je vais épargner ça, quoi. Donc ça, je trouve que c'est super puissant. Et comme tu le dis aussi, c'est très très important de traquer et de regarder son compte, d'ouvrir son compte au moins une fois par mois. Il y a beaucoup de gens qui font la technique de l'autruche, qui se disent même moi personnellement. Ça m'arrive des fois. Et du coup qui se disent je veux pas regarder parce que je pense que c'est pas joli. C'est dommage, il faut vraiment regarder, il faut vraiment analyser, il faut affronter un petit peu ça et pas se retrouver un jour à découvert, à payer des agio et des frais dans tous les sens qui vont accélérer le processus là d'appauvrissement. Donc très important de traquer et de regarder, d'ouvrir, moi je dirais au moins une fois par mois, de regarder ses comptes et ses dépenses. En plus, ça, c'est un problème de couple. C'est un problème de couple, l'argent. Franchement, moi, j'ai déjà entendu des potes, ils se sont pris la tête sur de l'argent parce que pourquoi? On n'arrive pas à la fin du mois. Bah, pourquoi? Parce que t'as acheté ta robe, là, et puis toi, t'as acheté quoi? tes abonnements à la salle, là, qui coûtent 2 ans, et puis t'y vas jamais. Enfin, tu vois, vraiment, l'argent, tout dépend, en fin de compte, dans quel milieu on a évolué. Est-ce que, par exemple, une fille qui est plutôt conservatrice sur l'argent et un mec plutôt qui est dépenseur, là, à mon avis, tu vas y avoir un peu des électrochocs. Mais par contre, on peut très bien vivre, on peut très bien en parler communément et on peut très bien se mettre d'accord. Parce que des fois, il y a des gens qui comprennent pas. Je me prends la tête avec ma copine, je comprends pas. Peut-être à cause de l'argent, en vrai. Donc, bien gérer, ça, je pense que ça part de là. Donc, évitez de tout jeter la faute sur votre copine ou sur vous-même. Je pense que ça peut provenir de là, en vrai. Ouais, non, c'est important d'avoir des finances saines et une communication au sujet de l'argent saine. Ça, pour moi, c'est très, très important. C'est très difficile aussi à faire, hein, c'est facile à dire, mais clairement c'est important. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est des finances saines. Si vous prenez l'habitude d'avoir des finances saines, de bien gérer, etc., ça va vous aider tout au long de votre vie, quoi. Ça va vraiment avoir des bons automatismes comme ça. Ça va vraiment changer la donne, quoi, vis-à-vis de quelqu'un qui va mal gérer ses finances et qui va prendre ses automatismes de mauvaise gestion. Donc ça, clairement, faire très attention à ça. 7e conseil. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu des actifs spéculatifs, donc faire très attention à tout ce qui est conseils sur TikTok, actifs spéculatifs style trading, style NFT, style crypto à 90% ou 100% de son portefeuille.
Voilà, donc ça, je sais que les jeunes, ils sont très sujets à ça parce que c'est comment dire. Bah, c'est l'une des applications où on passe plus de temps sur TikTok. Ouais. Et forcément, on est toujours l'œil rivé dessus. En vrai, je te laisse finir, mais voilà, je sais pas si Non, je non, vais rebondir. alors moi, je regarde pas du tout TikTok, mais j'avais fait une vidéo où je réagissais à des TikTok sur ma chaîne, des TikTok finance, etc. Et c'est vrai qu'on trouve vraiment de très mauvais contenu, des choses voilà, qui nous font croire, qui nous donnent l'illusion de la facilité des gains avec du trading. Voilà, gardez en tête que c'est l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui le montre avec ses études. 90% des particuliers qui font du trading perdent de l'argent, tout simplement. Perdent de l'argent. Donc, on est sur une forme de casino. C'est pas du tout une forme d'investissement. Mais tu sais, à mon avis, TikTok a je pense, qui est en partie responsable des pertes d'argent des jeunes. Je m'explique. Parce qu'en fait, quand tu vas sur TikTok, tu sais, alors on dit souvent, tu sais, TikTok, en gros, c'est une drogue un peu pour le cerveau, parce qu'en gros, tu sais, il y a ce système de récompense un peu aléatoire. Tu sais, ouais, je vais tomber sur cette vidéo qui va être extraordinaire. Et en fait, quand tu tombes sur cette vidéo, on a un pic de dopamine, tu sais, qui monte, etc. Et ensuite qui redescend. Et pour retrouver la base normale du niveau normal de dopamine, et ben en fin de compte on est obligé de retrouver une seconde vidéo, et les gains d'argent faciles, les belles voitures, les belles nanas avec les hommes milliardaires, et bien en fin de compte ça influence un petit peu nos décisions et notre état d'esprit d'investisseur. Donc en fait quand on dit attends, le trading, quand on me promet que je peux devenir millionnaire en moins d'une minute, moi je la veux la villa, moi je la veux la meuf, et moi je la veux la Lamborghini, tu vois. Et inconsciemment, tu vois, bah ça joue sur nos niveaux de dopamine et sur notre niveau de gain à l'instant T, tu vois, sur le plaisir immédiat. Et il y a Daniel Kahneman qui en a parlé aussi, ça, du système numéro 1, système numéro 2. Le système numéro 1 de pensée, c'est vraiment sans effort, la facilité. On veut vraiment obtenir très rapidement les informations, on veut se faire plaisir, on veut gagner de l'argent très vite. Enfin bref, c'est l'amygdale en gros là qui va rentrer en action, et donc ce sont les émotions en fin de compte qui vont prendre une décision. Qui vont vite et qui ne réfléchissent pas trop. Ouais. C'est ça. Et on a le système numéro 2 où là c'est beaucoup plus réfléchi, mais par contre qui demande beaucoup plus d'efforts au cerveau. Et c'est ce qu'on fait avec Mathieu du coup dans nos formations. On invite les gens donc à rentrer dans ce système numéro 2 pour réfléchir un petit peu plus et pour prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et quand vous êtes sur TikTok, faites attention à ça. Éloignez-vous des choses toutes belles comme ça, parce que ça peut vous ruiner. Aussi. Vous ruinez et vous ruiner votre système de pensée. L'état d'esprit change totalement, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo une fois où je dis que TikTok en fin de compte vous ruine, vous rend pauvre. Okay. Il y a aussi un autre réseau social qui est Twitch, et aussi son concurrent qui s'appelle Kick, il me semble. Et Kick qui parle beaucoup aux jeunes. Donc des plateformes de live, de direct, de streaming, où en fait Kick, on se rend compte que ça a été créé par des gérants de casinos australiens en ligne. Donc en fait, ils ont créé cette plateforme non pas pour streamer du jeu vidéo ou autre, mais pour promouvoir leur service de casino en ligne. Et ça parle beaucoup, malheureusement, ça parle beaucoup aux jeunes qui vont regarder ces plateformes-là. Et en fait, voilà, ça va être beaucoup de casinos en ligne, et les jeunes peuvent voir ça avec des vidéastes, je sais pas comment on appelle ça, des influenceurs Kick qui sont payés pour jouer à ces casinos, qui ont même, je sais pas, par exemple 100 000, 200 000 euros donnés à investir sur le casino, à dépenser plutôt sur le casino. Et après, si ça gagne, forcément, les gens se disent « Ah, mais c'est de l'argent facile, c'est trop simple, moi aussi, je vais le faire. » Voilà, donc faites attention à ça. TikTok, Kick, des choses comme ça. Voilà, il y a du bon aussi sur des plateformes comme TikTok, il y a du très bon, il y a du très drôle. Mais pour tout ce qui est conseils sur les finances, l'investissement, etc., c'est très limité, surtout en des shorts de 60 secondes. C'est très difficile d'aller en profondeur sur ce genre de sujet. Donc faites attention à ça. Ouais, et ça, les réseaux sociaux, ils trouvent leur compte, hein. Ils savent ce qu'ils font, hein. Ça, le système de récompense aléatoire, ça fonctionne de fou, hein. Le fait, on te balance une roulette et il se dit, est-ce que le mec il va gagner, oui ou non? Eh bien, ça reste, hein, ça fait rester les gens, et c'est comme ça que les jeux de hasard continuent sans cesse de marcher. Le loto marche toujours, les jeux à gratter marchent toujours. C'est ça. Mais gardez en tête que sur un grand nombre, le gagnant dans l'histoire, c'est la maison, c'est le casino. Évidemment, hein, c'est pas nous. Voilà, donc ça, c'était le 7e conseil. 8e conseil, pas évident celui-là, pensez long terme. Alors, même si on est jeune et qu'on a 20 ans, pensez long terme. Pourquoi c'est important? Pour sécuriser son avenir, on en a déjà un petit peu parlé. Pour commencer déjà à préparer sa retraite. Alors là aussi, ça semble un petit peu chiant, on va dire les termes. À 20 ans déjà, penser à ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est important
parce que aujourd'hui on se rend compte que reposer sa retraite, son avenir financier, alors ça peut être retraite à 64 ans, mais on peut quand même, on a fait un épisode sur le FIRE et je vous invite à aller voir cet épisode. C'est important même, voilà, une petite somme. Et aussi segmenté par projet, c'est-à-dire que je vais commencer à un petit peu investir pour ma résidence principale, mon bien immobilier que je veux acheter. Je vais commencer un petit peu à investir ou à placer pour un voyage, un truc qui me tient à cœur, une passion. Je vais aussi un tout petit peu placer pour ma retraite plus tard. Voilà, ça c'est très important de commencer à, même si c'est un petit peu abstrait et même si c'est très très lointain, de commencer un petit peu à préparer ces choses-là. Et ça, vous allez pas le regretter ensuite, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment un petit peu l'effet long terme. Et en fin de compte, on sait pas trop où l'on va quand on dit long terme. Ça, quel objectif, combien est-ce que je dois mettre, est-ce que je vais tenir sur long terme, est-ce que ça va marcher? Et c'est vrai que toutes les données le montrent. Oui, le long terme a toujours rapporté. Alors, toujours, faut faire attention. Les performances futures ne préjugent pas plutôt les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais c'est toujours mieux, en tout cas, de tenir sur le long terme avec un objectif qui est clairement défini. Ça, c'était aussi des recherches concernant avec Deci et Ryan sur le niveau d'autodétermination des jeunes, des enfants ou même des personnes âgées ou quoi que ce soit, qui montraient que quand on a un objectif clair et défini, clairement identifiable, ciblé, et en fin de compte, notre niveau d'autodétermination, donc notre motivation intrinsèque, augmente beaucoup plus que si on disait « Bon allez, je vais faire ça parce que je ne sais pas trop où je vais. On m'a dit d'aller là parce que je vais là. » Non, moi pour tenir un objectif long terme, il faut vraiment se concentrer donc sur un objectif qui est clairement défini dans votre tête. Parce que dès lors que ça va bouger sur les marchés, dès lors qu'il va y avoir un crack, et vous allez vous dire pourquoi en fin de compte j'ai investi, je m'en rappelle plus, pourquoi est-ce que j'ai investi, pourquoi je perds de l'argent. En fin de compte, il y a aucune raison réelle de garder cette position et puis vous allez vendre quoi. Enfin, ouais, vous allez paniquer. Ça va. Et c'est le pire moment pour vendre à ce moment-là, quoi. Super. Et puis 9e point, s'éduquer financièrement et continuer à se former continuellement. Je pense que ça, c'est un très bon conseil, un conseil très important de continuer à s'éduquer sur ce sujet. On passe beaucoup de temps, et vous allez le voir, vous allez passer beaucoup de temps a priori à travailler, à gagner de l'argent, à épargner, aller au travail tous les matins, etc. Et ça vaut vraiment le coup de passer aussi un petit peu de temps continuellement à se former, à s'éduquer sur ce sujet, parce que si on rapporte au temps passé, s'éduquer sur ce sujet, je vous assure que c'est très très rentable. C'est très très rentable de bien faire les choses, d'optimiser ses placements, d'optimiser ses investissements, d'investir et de faire développer son capital sur le long terme, d'exploiter la puissance des intérêts composés, d'optimiser sa fiscalité, d'optimiser ses placements, etc. Voilà, donc on passe beaucoup de temps à travailler. Si on passe un petit peu de temps aussi à s'éduquer financièrement, c'est très rentable. Au prorata du temps, c'est très rentable, quoi. Après, je vais entendre certains dire ouais, mais j'ai pas le temps de me former, ouais, c'est pas possible, j'ai pas d'argent. Il faut bien comprendre un truc, quand vous allez investir sur vous-même. Alors, je parle pas en termes de formation, je parle pas sur ce qu'on vend en formation avec Mathieu et moi, mais même en termes de livres, l'argent que vous allez dépenser sur des livres pour vous former, pour lire ou sur des formations en ligne, en fin de compte, c'est un investissement mais à vie, parce que sur les finances personnelles ou sur autre chose, c'est vraiment quelque chose qui est pas court terme, c'est pas un élément qui va durer juste, par exemple, une période de Covid. C'est sur toutes vos années de vie. Donc, est-ce que dépenser 20 € pour un livre sur 20 ans, est-ce que c'est cher? Est-ce que prendre 30 minutes par semaine pour lire un livre, est-ce que c'est beaucoup pour toute une vie? La question est à se poser. Et on n'est pas obligé, voilà, si on n'a pas de temps, je peux comprendre tout à fait les gens qui n'ont pas de temps, qui ont un train de vie qui est vachement contraignant, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de transport. Vous avez des podcasts qui sont entièrement gratuits aussi, vous pouvez vous former. Mais bien peut-être, comme je l'ai dit, c'est l'effet domino. C'est apprendre une connaissance, développer une deuxième connaissance et qui permet de développer d'autres cercles de compétences. Donc c'est vraiment important de se réserver des petits créneaux horaires où on peut se former, voilà, même si on n'a pas trop le temps. Je trouve ça c'est très important et c'est pas à sous-estimer. Et pourtant, les intérêts composés, de toute façon, c'est sous-estimé en bourse comme dans la vie réelle, moi j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Tu vois, les gens ils perçoivent tout de suite sur le court terme quel est l'effet sur le court terme et moins sur le long terme. C'est dommage. Ouais, non, mais c'est vraiment abstrait pour le cerveau c'est plus abstrait de se simuler. De se penser, ouais. C'est ça, ouais. Puis l'effet exponentiel est beaucoup moins naturel à se représenter qu'un effet linéaire. Donc, non, clairement. En tout cas, voilà, si vous voulez vous former sur le sujet, vous pouvez aller voir la chaîne de Sequoia, vous pouvez aller voir mes vidéos, mon site s'investir.fr. Vous pouvez aller voir d'autres gens aussi, il n'y a pas que nous. Et si vous voulez aussi, en description, il y a ma formation offerte de 2 épisodes pour apprendre
à investir en bourse, en SCPI, en immobilier passif. Voilà, il y a 2 épisodes offerts. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Donc, c'est une formation offerte. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, un petit mot de la fin? Est-ce qu'on a bien parlé donc de ces 9 conseils? Ouais, un petit conseil bonus où on a couvert tout le sujet. Je pense qu'on a couvert vraiment tout le sujet. Après, ça va être, je pense qu'il faudra être le plus régulier sur vos apprentissages, sur l'apprendre, comme j'ai dit là sur le dernier point. La discipline, ouais. La discipline financière. Je pense qu'on l'a je pense qu'on l'a souligné à travers tous ces conseils, discipline en termes d'épargne, discipline en investissement pour investir Voilà, ça va être long, mais le chemin, je pense qu'en vaut largement la chandelle. Et je vous souhaite une très belle croissance et un très beau rendement dans vos portefeuilles. Et puis Mathieu, je tenais à te remercier quand même parce que on a fait pas mal d'épisodes ensemble. C'était super, aventure incroyable. Top. Ben merci à toi en tout cas, super épisode, ça m'a beaucoup plu aussi celui-ci. Si ça vous intéresse en tout cas, vous avez la formation offerte dans la description, le premier lien. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne, l'Instagram, je sais pas ce que je mettrai en description de Sony. Avec plaisir. Ah merci Mathieu encore. À la prochaine, salut.